Bonjour, ça fait quelque temps que je ne suis plus revenu sur cette chaîne Démocratie d'abord. Et dans cette vidéo, je vais un peu expliquer ce que j'ai fait ces derniers temps par rapport à la démocratie. Donc ça a commencé en 2023. J'ai j'ai vu qu'il y avait cette loi, le Solar Express, qui promeut la construction de parcs solaires en pleine nature et qui donne des subventions assez énormes pour construire ces parcs solaires photovoltaïques en pleine nature. Et, et ça sans vraiment tenir compte de la nature, c'est-à-dire le principe du financement, c'est que ça peut aller jusqu'à 60% des frais d'investissement. Et puis c'est le premier projet venu qui est le premier servi jusqu'à ce que une certaine quantité soit atteinte. Mais le premier venu, premier servi, indépendamment de quel est l'impact sur la nature, est-ce qu'on pourrait produire la même quantité d'électricité avec un impact moindre? D'abord, est-ce qu'on pourrait le produire en installant ces panneaux photovoltaïques sur les toits? Est-ce qu'on pourrait économiser cette électricité? Ça, évidemment, tout ça, c'est pas du tout pris en compte. Mais même, est-ce qu'un autre parc solaire dans la nature aurait pu produire la même quantité d'électricité avec la même répartition dans le temps, en détruisant moins la nature, par exemple, parce que ce serait plus près d'installations de ski, par exemple. Donc ça, c'est pas du tout pris en compte. C'est simplement la le premier projet qui vient, il reçoit les subventions, et ensuite le deuxième, jusqu'à ce que la quantité totale visée ait été atteinte. Donc un mépris profond pour la nature, pas tout à fait total, parce qu'il y a quand même les joyaux les plus prestigieux de la nature suisse qui sont quand même préservés, ceux qui sont dans un inventaire suisse au niveau fédéral. Mais à part ça, pour le reste, la nature, simplement, dans ce Solar Express, dans cette loi-là, ne compte pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, il faut faire quelque chose. Et, et quelque chose, en principe, en Suisse, quand il y a une nouvelle loi, quelque chose qu'on peut faire, c'est un référendum. Donc il y a 3 mois pour récolter des signatures, et puis si on en réunit 50 000 valables, 50 000 c'est à peu près 1% du corps électoral, eh bien si on réunit 50 000 signatures en 100 jours, eh bien le sujet est obligatoirement soumis en votation, cette loi-là. Et donc si aurait été naturel, c'est de faire un référendum. Malheureusement, j'ai appris trop tard qu'il y avait cette loi, et c'était trop tard pour faire un référendum. Et quand j'ai appris, l'autre chose qui m'a passablement choqué, c'est de remarquer qu'il y avait au fond aucune organisation environnementale, aucun parti, y compris le Parti vert, qui avait lancé un référendum contre ce Solar Express. Et, et alors, c'était trop tard pour lancer un référendum. Je me suis dit, ce qu'on peut encore faire, c'est lancer une initiative. Donc, ce qu'on appelle en Suisse une initiative populaire fédérale, c'est des citoyens qui écrivent un texte précis, en fait, un article constitutionnel, et puis s'ils récoltent suffisamment de signatures, alors là, il faut 100 000 signatures, pas seulement 50 000, il en faut 100 000, mais il y a 18 mois pour les récolter, donc beaucoup plus de temps. Et s'ils récoltent ces 100 000 signatures valables en 18 mois, eh bien, la proposition citoyenne, là, elle est soumise en votation populaire. Et je me suis dit, je suis trop tard pour le référendum, mais je peux encore faire cette initiative, une initiative qui mettrait dans la Constitution que c'est pas autorisé de faire des parcs solaires en pleine nature
si on peut produire de l'énergie, par exemple, en mettant ces panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, par exemple sur les toits. Et voilà, c'est un peu mon idée. Là, je suis en automne, en septembre 2023. Et puis, je fais une vidéo qui présente ce projet. Je vous mettrai d'ailleurs cette vidéo quelque part là-haut, que vous puissiez la voir. Et je fais donc cette vidéo où je dis, bon, ben voilà, il faudrait faire l'ancienne initiative. Et puis après avoir fait cette vidéo, je contacte des organisations, des partis, des personnes, beaucoup de gens, pour voir s'ils soutiendraient une telle initiative. Et donc là, on est en septembre 2023. Et quand je contacte tous ces gens, je discute aussi d'autres choses et je comprends qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se cuisiner au Parlement fédéral, qui c'est ce qu'on appelle le Montaler-Las, après on l'a appelé la loi sur l'électricité. C'est une loi, alors mammouth, il y a énormément de choses dedans. C'est un peu ce qui complique les choses, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Mais notamment, il y a des choses qui vont dans le sens de pérenniser ce qu'il y avait dans Solar Express. Parce que Solar Express, j'ai oublié de le dire, c'est une loi urgente et sa validité, enfin, elle est en vigueur que pendant un certain temps. En fait, dans la loi initiale, dans le Solar Express initial, il fallait que les producteurs d'électricité qui voulaient des subventions, il fallait qu'ils commencent à injecter une partie de leur électricité déjà en 2025, d'ici fin 2025, pour bénéficier de la subvention. Depuis, vous voyez, c'est un peu ces lois urgentes, on le fait en 2023 parce qu'en 2022, en 2022 je crois même, ça a été voté, parce qu'il y a eu cette crainte de pénurie, et puis on dit oui, on doit faire une loi urgente, on doit procéder de façon urgente, et puis on donne un délai jusqu'en 2025, ce qui me paraît quand même déjà assez long pour quelque chose d'urgent, disons. C'est de laisser un délai pareil, mais ensuite ce délai il est lui-même prolongé. Donc c'est un peu triché avec l'urgence, mais bon, fin de parenthèse, c'était donc une loi. Le point que je voulais souligner, c'est que c'était une loi urgente et donc sa validité était limitée dans le temps. Et puis, ce Montaler-Las, cette loi sur l'électricité, une partie de ce qu'elle faisait, ça allait dans le sens de pérenniser le Solar Express. Alors, pérenniser le Solar Express, c'est pas tout à fait vrai parce que les modalités étaient différentes. Une chose importante, c'était que il fallait définir des zones, les cantons devaient définir des zones avec le Montaler-Las, plutôt que simplement le premier venu est subventionné. Mais c'était, sous d'autres aspects, c'était pire que Solar Express, dans le sens que le Solar Express, au moins, les joyaux du paysage suisse qui sont dans cette liste de paysages étaient protégés, tandis qu'avec le Montaler-Las, le Montaler-Las disait explicitement c'était plus obligatoire de faire des mesures de compensation si on faisait ces installations dans ces zones, dans ces bijoux qui sont dans l'inventaire suisse des paysages. Donc dans ce sens-là, c'était pire que le Solar Express. Donc pour ce qui est des parcs solaires alpins ou des parcs solaires dans la nature, dans un sens c'était pire que le Solar Express, dans un sens c'était mieux. Et puis par ailleurs, le Montaler-Las, il avait des tas d'autres choses différentes qui avaient sans rapport avec les parcs solaires dans la nature. Et puis parmi ces autres choses, il y avait des choses qui étaient effectivement très bien. Donc voilà, je voulais faire cette initiative contre le Solar Express. Je contacte des tas de gens, d'organisations, de partis,
Et dans le processus, j'apprends qu'il y a ce Montalerlas qui va bientôt être voté. Il n'avait pas encore été voté à l'époque, mais qui allait bientôt être voté. Et puis je comprends, enfin, on m'explique euh, ce qu'il y a exactement derrière, et je comprends que ce Montalerlas, justement, il va être très mauvais pour la nature. Et là, je me dis, ben bon, pour le Solar Express, j'ai raté le, le délai référendaire, mais pour le Montalerlas, ben là, je veux pas le rater, puisque cette fois, je suis au courant avant que, que ce soit voté par le Parlement, en fait. C'est quelques jours, quelques semaines, je me souviens plus, avant que ce soit voté par le Parlement. Et, et bon, après ce Montalerlas est voté, et puis je décide donc de lancer un référendum, et avec quelques citoyens, mais sans l'appui d'aucun parti, ni d'aucune organisation, ben, je lance ce référendum contre le Montalerlas, donc j'oublie un peu mon Solar Express, que je vais devoir laisser de côté cette initiative contre le Solar Express, parce que j'arrive pas à tout mener de front. Donc je me concentre à partir de ce moment-là. On est en octobre 2023. Je fais une conférence de presse avec Hans Weiss, qui est une personnalité connue de protection de la nature et du paysage. Et avec lui, je fais une conférence de presse le premier jour du délai référendaire pour dire qu'on va lancer ce référendum contre le Montalerlas. Et, et bonne surprise, il y a finalement pas mal de journalistes qui viennent à cette conférence de presse. Et donc on lance ce référendum contre le Montalerlas, mais avec plus ou moins aucune chance de succès, tant qu'aucune organisation environnementale, tant qu'aucun parti ne nous soutient. Et, et pour moi, l'idée, c'est un peu, l'espoir, c'est qu'il y ait quand même des organisations qui finissent par nous soutenir. Mais si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, on va pas pouvoir récolter les 50 000 signatures. Ça va être impossible. Mais au moins, on pourra voir. C'est un effet de diagnostic, de voir quelles organisations soutiennent ou soutiennent pas ce référendum contre le Montalerlas. Et ce qui se passe, c'est que un peu plus tard, il y a Paysage Libre qui soutient le référendum. Alors Paysage Libre, c'est une petite organisation environnementale, surtout qui se bat surtout contre les éoliennes. Et, et c'est petite. Maintenant, on sait qu'ils sont assez forts parce que ils ont récolté beaucoup de signatures lors de ce référendum. Et puis à part ça, ils ont lancé ensuite eux-mêmes deux initiatives. Une de protection de la forêt, donc on ne puisse pas construire des éoliennes dans les forêts. Et une deuxième de protection des communes, c'est-à-dire que les communes directement concernées puissent voter, en tout cas s'exprimer contre s'ils veulent ou pas une éolienne. Et en fait, ils ont récolté il fallait 100 000 signatures valables pour chacune de ces initiatives. Ils ont réussi à récolter ces signatures. Donc finalement, ils ont quand même, on sait maintenant qu'ils ont un pouvoir de frappe quand même assez fort pour récolter 2 fois 100 000 signatures. À l'époque, c'était un peu moins évident, mais en fait, bon, c'était déjà un énorme soutien quand même d'avoir Paysage Libre. Ils ont effectivement récolté énormément de signatures. Et puis il y a eu aussi ensuite la Fondation Franz Weber. Et elle était déjà connue pour avoir déjà réussi à récolter le nombre requis de signatures pour des initiatives et même à gagner certaines initiatives, donc en votation populaire. Donc ça c'est vraiment un poids lourd. Et une fois qu'il y a eu, disons, Paysage Libre, la Fondation Franz Weber, et puis ensuite
plusieurs diverses petites associations environnementales, ça devenait crédible qu'on arriverait à récolter les 50 000 signatures. Et, et c'est ce qui s'est passé. En fait, euh, si c'était resté juste quelques citoyens, on n'aurait jamais réussi à récolter ces 50 000 signatures. Mais là, avec tous ces soutiens, on, on a eu ces 50 000 signatures. Donc la Fondation Franz Weber, notamment, qui a lancé son propre référendum aussi contre ce Montalerlas. Et voilà, donc une fois que les signatures étaient réunies, eh bien, ça voulait dire qu'il y avait une votation. Elle a été, je crois qu'on a déposé en janvier 2024. Euh, et puis, la votation a eu le 9 juin 2024. Donc il y a eu toute une campagne de votation avec des débats. J'ai participé à plusieurs débats. Et cette campagne était effectivement assez difficile parce que ben oui, il y avait la Fondation Franz Weber, il y avait Paysages Libres, il y avait diverses petites organisations environnementales, mais les grandes organisations environnementales comme le WWF, ProNatura, cela n'était pas de l'autre côté, était en fait contre nous. Et aussi des partis comme le Parti Vert était contre nous. Donc c'est quand on défend la nature et qu'on a le Parti Vert et puis les organisations environnementales comme le WWF contre nous, c'est difficile à faire passer le message qu'il faut voter comme on propose pour défendre la nature. Et donc on a perdu cette votation le 9 juin 2024. Et donc c'était une période pour moi extrêmement intense, donc qui prenait énormément de temps. Euh, et puis après, j'ai recommencé à faire des tours, des balades dans la nature. Et puis j'ai réfléchi un peu sur cette expérience de de ce référendum et puis des interactions que j'avais eues. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait un travail, disons, culturel et pas seulement politique au sens... Quand je dis politique, je parle jamais de politique politicienne, mais de politique au sens faire des initiatives et des référendums, c'est-à-dire récolter des signatures et puis ensuite faire une campagne de votation. Euh, en plus de ça, ce qui m'a paru, c'est qu'il fallait faire aussi des actions au niveau culturel, parce que j'ai remarqué que l'amour de la nature, l'idée de l'amour de la nature avait un petit peu était beaucoup moins fort que quand j'étais jeune, par exemple, avait un peu disparu. C'est-à-dire que ce qui a pris sa place, c'est la peur des catastrophes écologiques. On parle du changement climatique, on parle des extinctions d'espèces. Euh, mais c'est plus motivé par la peur que par l'amour de la nature. Et il me semblait qu'il y avait, disons, une action culturelle à mener pour parler justement de l'amour de la nature. Et puis, dès qu'on parle de l'amour de la nature, c'est vite vu sous c'est soit c'est la peur des catastrophes écologiques, et ça c'est vraiment notre intérêt, soit c'est l'amour de la nature, et là c'est complètement désintéressé, et c'est là pour la nature en elle-même, et vraiment désintéressé. Et ce qui me semble, c'est qu'il manquait une troisième voie qui est pas centrée sur la peur des catastrophes écologiques, fondée sur l'amour de la nature, mais pas de façon tellement désincarnée ou désintéressée au point que c'est c'est pour la nature, mais c'est pas du tout pour nous. Mais c'est l'idée que c'est pour la nature, mais en même temps c'est pour nous. Parce que nous, l'idée centrale, c'est que nous, les humains, disons, on a besoin d'aller dans la nature extérieure, là, un peu comme je suis en ce moment, pour
pour réanimer la nature qui est à l'intérieur de nous et qui dépérit dans la civilisation. Donc périodiquement, il faut se plonger, il faut se reconnecter, il faut communier avec cette nature autour de nous pour raviver, ranimer cette nature qui est en nous. Et un peu comme une braise qui a refroidi, qui est venue un peu noire et puis qui redevient rouge quand on la rapproche du foyer. Donc cette troisième optique qui est ni la peur des catastrophes écologiques, enfin, on perd pas de vue ces risques de catastrophes écologiques, mais c'est pas centré sur cette peur des catastrophes écologiques. Cette peur des catastrophes écologiques qui conduit à détruire la nature pour la sauver, c'est-à-dire que on dit oui, il faut éviter réduire, disons, éviter c'est un peu tard, mais il faut réduire le réchauffement climatique et pour ça, eh bien, il faut produire, par exemple, de l'énergie autrement. Donc, on va commencer à mettre des panneaux solaires un peu n'importe où dans la nature. Donc, on va détruire la nature pour sauver la nature. Évidemment que si on est focalisé sur les catastrophes écologiques et qu'on a perdu de vue l'amour de la nature, eh ben, c'est pas étonnant qu'on arrive à ce genre de proposition. Et donc, l'idée, c'était de s'éloigner de cette approche centrée sur la peur des catastrophes écologiques, sans pour en autant aller sur l'approche centrée uniquement sur la nature, mais vraiment sur la relation avec la nature, c'est-à-dire le protéger de la nature pour pouvoir ranimer la nature en nous. Protéger donc la nature à l'extérieur de nous pour pouvoir la ranimer en nous. Et voilà, donc je me suis dit, d'une part, il y a une action culturelle à mener. Une des interactions qui m'a aussi poussé là, bon, il y en a plusieurs, mais disons une peut-être importante, c'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, les panneaux solaires, il faut les mettre loin dans la montagne, là où personne ne les voit. Je me suis dit, oui, bon, là dans la montagne où personne ne les voit, c'est justement là où je vais pour me ressourcer. Donc, je trouve pas que c'est forcément un bon endroit pour détruire les derniers espaces. En Suisse, il n'y a plus beaucoup d'espaces, disons, naturels. Commencer à s'attaquer aux derniers espaces naturels pour mettre des panneaux solaires qu'on pourrait mettre sur les toits, ça me paraît pas judicieux. Donc, cette bataille culturelle. Et puis, le deuxième point, c'est bon, je vous ai parlé de ce référendum contre le Monténerlas, mais je n'ai pas oublié non plus l'initiative que je voulais faire contre les parcs solaires en pleine nature et que j'avais laissé de côté pendant toute cette période. Et là, j'avais aussi, j'ai toujours l'intention de lancer cette initiative et je suis en train de peaufiner le texte. Donc, le texte d'initiative, c'est-à-dire le texte de l'article constitutionnel qui sera proposé en votation. Et oui, au début, c'était plutôt un texte du genre pas le droit de faire des parcs solaires en pleine nature tant qu'il y a du potentiel sur les bâtiments et les infrastructures, disons de façon générale, ça peut aussi être en bordure d'autoroute ou des choses comme ça, et sur les parkings. Et maintenant, bon, j'ai un peu changé la formulation. C'est plus en termes de pas le droit de subventionner ce genre de parc solaire en pleine nature. Donc, avec moins de subventions, on pourrait obtenir la même prestation en termes de production d'électricité et puis de sa répartition dans le temps. Un point important, c'est aussi répartition dans le temps, donc surtout en hiver quand on en a le plus besoin. Donc pas le droit de subventionner ces parcs solaires en pleine nature tant qu'on peut, avec moins de subventions, obtenir la même prestation avec moins de subventions. Et la même prestation, mais soit sur les bâtiments, comme je disais tout à l'heure, soit, et là dans cette version-là, j'ai rajouté les économies d'énergie et puis différentes
différentes choses. Je vais vous mettre le lien sur la version actuelle. C'est pas encore la version définitive de l'initiative, mais je vais vous mettre en description donc le lien sur la version actuelle de cette initiative. Mais pour revenir donc, je me disais bon, il faut d'une part faire une action au niveau culturel. D'autre part, je veux lancer cette initiative, mais il faut que je trouve des gens qui sont prêts à m'aider à récolter des signatures. Et là, c'est 100 000 cette fois, enfin 100 000 valables. Donc pour être sûr d'en avoir 100 000 valables, il faut récolter 120 000. Et donc c'est beaucoup. Et, et là, il faut aussi que je fasse connaître, disons, cette préoccupation. Il y a une synergie avec ces deux objectifs. Un, c'est cette action culturelle, et puis deux, c'est de faire connaître cette initiative. Et alors, comment faire ça concrètement? Donc, ce que j'ai décidé, c'est de faire donc, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre où je dis un peu ce que je viens de vous dire, mais beaucoup d'autres choses aussi. Et bon, je ferai une vidéo explicite disons, dédiée à ce livre. Je vous montre juste, comme ça vous pouvez voir la couverture. J'ai pris avec moi. Voilà, ça c'est mieux à l'endroit. Voilà. Donc vous voyez la couverture. Je ne sais pas si le titre s'affichera correctement, mais voilà. Donc c'est la silhouette d'un individu où on voit la nature dedans. C'est un peu la nature intérieure. Et puis, cet individu, il se trouve dans une ville un peu grisâtre, très géométrique, alors que la nature à l'intérieur, elle est très, disons, très organique. Un contraste entre la nature à l'intérieur de la silhouette, en couleur, très organique, et la vision très géométrique et très grise de la cité. Donc ça, c'est le livre que j'ai écrit. Il a une certaine épaisseur quand même. Je crois 384 pages si je me souviens bien. Et voilà. Donc je vous mettrai aussi le lien où vous pourrez trouver un extrait, disons, une première partie gratuitement, que vous pouvez lire gratuitement. Et puis si vous voulez commander le livre, vous pourrez aussi le commander. En fait, vous pouvez le commander en librairie aussi. Il est distribué par Hachette. C'est un livre en auto-édition, mais il est distribué par Hachette. Et puis, comme je vous ai montré, le livre est un petit peu gros. Je me suis dit bon, les gens, ils vont pas vouloir, enfin beaucoup de gens vont pas vouloir acheter un gros livre comme ça d'un inconnu. Donc ça serait bien qu'il y ait un tout petit livre que je suis en train de chercher, parce que j'ai pris aussi, mais il est dans ma poche, que j'essaie d'ouvrir. Et donc j'ai écrit un petit livre aussi. Et puis ce petit livre, en fait, c'est juste 2 chapitres extraits du grand. Donc voilà. Et je vous le montre, le petit livre. Donc je vous donnerai aussi un lien pour avoir quelques pages gratuites. Et puis bon, il est beaucoup plus mince. Donc c'est peut-être moins dissuasif, il est moins cher en France, c'est 6,60 €. En Suisse, en France suisse, ce sera un peu plus cher, vu que les salaires, les loyers sont plus chers en Suisse. Voilà, donc ça c'est peut-être plus abordable pour ceux qui me connaissent pas et puis qui n'ont pas tout de suite envie de lire directement le grand livre. Donc j'ai écrit ces 2 livres, ils sont donc je crois sur les registres c'est marqué juin 2025, mais ça c'est le début du processus pour le publier, mais la version finale elle est de juillet 2025, donc et cette vidéo je vous la fais en juillet 2025, donc c'est tout récent, c'est ce mois-ci.
Donc voilà, je suis tout content, mon livre est sorti. Maintenant, il faudra que je le fasse connaître, parce que c'est bien joli d'avoir des, disons de communiquer dans un livre, mais si personne le lit, ça va pas bien loin. Et donc moi, comme je vous ai expliqué, j'ai ces deux objectifs de d'action au niveau culturel et puis aussi de faire connaître mon initiative. Donc je vais essayer d'atteindre ces objectifs à travers ce livre que je vais essayer de faire connaître. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, Maintenant, des balades dans la nature, j'ai un peu plus de temps. Ça a pris évidemment beaucoup de temps à écrire le livre. Maintenant que j'ai un peu plus de temps, des balades dans la nature, la promotion du livre, euh, et puis finaliser le texte de cette initiative, initialement contre le Solar Express, mais donc c'est pas un référendum contre le Solar Express, ça va être un article constitutionnel dans la Constitution suisse. Et essayer au niveau culturel, au-delà du livre, en fait, si je vous montre le titre là, il s'appelle, le titre c'est Écologie vitale. Voilà, Écologie vitale, protéger la nature hors de nous pour la ranimer en nous. Et écologie vitale, c'est au fond le nom que j'ai donné à un courant d'écologie qui est justement ce troisième courant, c'est-à-dire pas centré sur les catastrophes écologiques, même s'il prend en compte et combat les catastrophes écologiques, mais pas simplement uniquement centré là-dessus, mais qui veut, comme le titre le dit, protéger la nature hors de nous pour la ranimer en nous. C'est la motivation essentielle. Je considère que ça, c'est une motivation essentielle. Il peut y en avoir d'autres, évidemment aussi, éviter les catastrophes écologiques, etc. Mais une motivation essentielle, c'est ça. Et comme il n'existait pas un nom pour ce courant de l'écologie qui a cette position, je lui en ai donné un. J'ai appelé écologie vitale. Et puis, l'idée, c'est dans ce livre, je parle de ça. Dans le petit dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a notamment ce que j'ai extrait. J'ai extrait deux chapitres du grand, et les deux chapitres, c'est au fond ceux que vous voyez dans le titre du livre. Un, c'est Vivre dans un monde dénaturé. Donc ça, c'est une série d'aphorismes sur comment vivre dans un monde de plus en plus dénaturé. Et le deuxième, c'est Appel pour l'écologie vitale. Et en fait, cet appel pour l'écologie vitale, vous pouvez aussi le trouver sur mon site, donc gratuitement, que vous trouverez sur un lien que je mettrai en description. Et donc, l'idée, c'est de faire, alors je sais pas comment l'appeler, c'est pas une association, c'est pas même pas un mouvement, je sais pas si on peut l'appeler un mouvement, mais c'est surtout un réseau, disons. L'idée, c'est de faire un réseau. Alors, je sais pas. Dans cet appel, j'appelle notamment les gens à me contacter pour construire un réseau pour l'écologie vitale. Concrètement, je ne sais pas si ce sera un réseau Discord, si ce sera un réseau ailleurs, mais l'idée, c'est que les gens qui ont cette préoccupation-là puissent se coordonner. Un peu partout, pas en Suisse, en France, un peu pas, disons, ça peut être un peu partout, mais notamment en Suisse, et puis pour la Suisse, et notamment se coordonner pour signer, par exemple, pour signer un référendum ou une initiative, notamment mon initiative dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et oui, il y a des tas de gens qui sont d'accord qui ont le même point de vue que moi, mais il faut les trouver. Disons, quand il faut les chercher dans la rue, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment un très très gros travail de récolter 100 000 signatures. J'ai pas l'expérience, mais 50 000, c'était vraiment énorme pour le référendum. Et donc, si on en avait déjà une certaine quantité de signatures
de gens qui signeraient pas forcément, mais qui sont susceptibles, disons, de signer et qu'on avait de email dans un réseau. Euh, ça serait très pratique, disons. Puis ensuite, ils regardent au cas par cas s'ils sont d'accord ou pas de signer, mais ça permettrait disons, de simplifier un peu la récolte de signatures. Donc voilà. Donc au-delà du livre, pour Écologie Vitale, l'idée c'est de construire aussi ce réseau. Et cet appel, c'est un appel à me rejoindre pour construire ce réseau Écologie Vitale. J'ai évidemment un centrage sur la Suisse parce qu'il y a cette question de mon initiative, mais pour les Français ou pour disons à l'extérieur de la Suisse, ça serait ce réseau serait utile pour d'autres actions. Donc c'est aussi ouvert plus largement. Voilà, donc les activités, promotion de mon livre. Une fois que j'aurai des réponses à cet appel pour l'écologie vitale, eh bien construction du réseau, finaliser le texte de l'initiative contre les parcs solaires en pleine nature. Trouver les signatures, voilà, c'est un peu le programme. Et puis à part ça, j'espère avoir du temps pour faire des balades dans la nature. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire là pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé ces dernières années. Du côté de la démocratie, de mon côté, je sais qu'il y a pas mal qui se passe aussi ailleurs. Je vois qu'en France, il y a notamment des pétitions, et il y a aussi des pétitions qui obligent des commissions parlementaires à prendre position et après ils modifient leur proposition et la représentent. Et ils ont de nouveau un retour d'une commission. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Et en France, il y aura aussi un jour ou l'autre une présidentielle. Et la question de savoir comment soutenir le référendum d'initiative citoyenne, comme on dit en France, le référendum d'initiative citoyenne en France, à l'occasion de cette présidentielle, et puis peut-être à d'autres occasions avant. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de Français qui sont très engagés pour faire avancer le référendum d'initiative citoyenne. Donc je vois qu'il se passe aussi beaucoup de choses ailleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite tout de bon.